surtout exclure les minorités. Et quand je dis minorité, là, ça peut être une majorité comme les femmes, mais une majorité vulnérable. Donc aussi là, on doit un peu parfois réfléchir sur le concept de minorité. C'est pas seulement quelques-uns, comme par exemple les Tunisiens de confession juive. Oui, c'est vrai, ils sont minoritaires du point de vue nombre, mais il ne s'agit pas de nombre, il s'agit de principe, de traitement, de l'image qu'on veut donc donner de ces personnes, etc. Donc, j'avais eu donc cette réaction que c'est mis à noter à propos de ça. Pour le reste, je ne vais pas bien sûr redire ce que je viens de dire, donc Monsieur Régis Debray. Je passe, disons, à mon second point que je pourrais intituler « Le temps des valeurs et le temps des normes juridiques ». C'est une autre problématique. Et dans les métiers donc, de la parole, qui sont le journalisme et la communication. À l'Institut de presse et des sciences de l'information où j'enseigne, pratiquement toutes les recherches posent la problématique du traitement éthique de l'information. Et les résultats démontrent souvent qu'il y a une déviation plus ou moins importante par rapport à la règle éthique et même juridique. Oui, les gens, ceux qui ne sont pas du métier, ne peuvent pas comprendre que pour informer et communiquer, conformément, donc on ne peut pas, disons, certains vous disent, on ne peut pas vraiment communiquer et informer conformément aux règles d'éthique surtout, et déontologiques, alors que toute communication doit se fixer des objectifs en rapport avec l'influence et la persuasion. Nous avons des cibles. Chaque média a ses propres récepteurs, ou bien chaque sujet, je dirais même. Et donc, à ce moment-là, on va entrer dans le cadrage sur lequel je vais revenir. Pourtant, nous avons plusieurs normes dans notre métier de journaliste et de communicateur, et de nature différentes qui régissent donc la pratique de notre métier. Nous avons d'abord les normes professionnelles, ou qui relèvent du technique, et qui sont composées en particulier, premièrement, des critères concernant la décision de choisir les événements qu'on doit donc transformer en information, parce que tout événement ne mérite pas d'être diffusé. Et là, nous avons des critères tels que la nouveauté, l'actualité, l'utilité, la proximité, disons l'importance et même l'originalité. Nous avons aussi les critères ou normes du traitement de l'information elle-même. L'information doit répondre au moins à 4 questions. Qui, quoi, quand, où, et éventuellement pourquoi et comment. La deuxième catégorie de normes concerne les normes juridiques et le secteur de l'information et de la communication est régi en Tunisie, comme vous le savez, par les décrets 115 et 116. Par exemple, la diffamation ou le plagiat, etc. Mais le problème, c'est que la loi ne pénalise pas le non-respect des normes qui relèvent donc du technique, comme le traitement en information d'un non-événement, ou bien même le ratage d'un événement qui peut être fait exprès. C'est l'occultation. Ça, la règle juridique n'encadre pas ce genre donc, de torsion.
Et je vais donner un exemple que les personnes de ma génération doivent connaître. Dans les années 80, on a souvent passé le président au journal télévisé, on a passé le président Bourguiba prenant son bain de mer. Et certainement ceux qui sont là se rappellent, cette pratique est conforme à la norme juridique, il n'est pas interdit de montrer cette image ou ce film. Elle est aussi dans une certaine mesure conforme aux normes professionnelles, mais elle est contraire à l'éthique. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le président Bourguiba était vieux, était malade, ce qui c'est-à-dire ne légitimait plus sa présence à la tête de l'État. Et d'ailleurs, il est parti pour cette raison-là à la fin. Et donc, il fallait le montrer vivace, en bonne santé, etc. Donc, vous voyez là la manipulation, une manipulation des foules, de nature politique, à mon avis très grave, et qui n'est encadrée par aucune norme, ni la norme juridique, ni la norme professionnelle. Mais bon, c'est là donc qu'interviennent les valeurs énoncées dans le code déontologique, telles que le devoir de vérité. Mais on ne trouve pas ça, comme j'ai dit, dans la règle juridique. Pourquoi? Parce que le droit se distingue de la morale et même de l'éthique dans le sens qu'il ne définit pas la valeur des actes. Le droit ne définit pas le mal et le bien, ou le bon ou le mauvais. Il définit ce qui est permis et défendu par les pouvoirs d'une culture dans une société humaine. Quoique là, je rejoins M. Debré pour dire que le droit finalement contient beaucoup de valeurs, à commencer par les 10 commandements, qu'on trouve dans l'arsenal juridique pratiquement du monde entier. Par contre, donc, les valeurs ou les règles éthiques trouvent leur fondement dans l'intériorité de l'être. C'est ça la différence. Et ont de ce fait un champ d'action différent de celui des règles juridiques. Un acte peut être légal, mais non conforme à l'éthique. Par exemple, l'achat d'un objet qui est fabriqué par un esclave. Un acte peut être illégal, mais conforme à l'éthique. Par exemple, l'assistance à un réfugié politique. Je parle des individus, pas de l'État. Ou l'avortement. Et donc, les sanctions en cas de non-respect des valeurs sont non explicites, comme on vient de le voir avec l'exemple du bain de mer du président Bourguiba. Alors que les sanctions en cas de non-respect des normes juridiques sont explicites. L'application de la règle de droit. Les exemples que j'ai donnés ont peut-être le mérite de la clarté, mais certaines pratiques de la manipulation de l'information sont pernicieuses. Et cela est dû, comme je vous l'ai dit plus haut, au cadrage, à la technique du cadrage qui est pratiquement imposée aux journalistes. Et on ne peut pas y échapper, sinon à moins de se contenter de bâtonner des dépêches. Cette technique est souvent soumise à la ligne éditoriale, à l'engagement idéologique du média, ou pire, à une contrepartie financière. Et le cadrage, il est à la fois technique, sémantique et sémiologique. Il implique le choix des sources, le choix des mots, le choix des couleurs, le choix du timing sur le conducteur pour la télévision et la radio, le choix donc des caractères et même de la police des caractères. On peut jouer avec tout ça. De l'emplacement dans la page,
quand il s'agit d'un journal, et même de l'emplacement dans le journal, à la une ou à la der, c'est beaucoup plus, disons, communicatif que dans la page 12 ou 13. Bref, donc c'est en manipulant ces éléments dans un sens déterminé qu'on peut transformer une information en moyen d'influence ou de manipulation. Je vais vous donner quelques exemples du traitement de l'information dans ce sens concernant le bombardement récent de la Syrie. Là, je rejoins donc M. Debré. Par exemple, nous avons noté, premièrement, le mensonge par omission. Les alliés font croisade contre les violations des droits de l'homme. Or, s'il est vrai que le régime syrien n'est pas vraiment un modèle en son genre dans ce domaine, tout comme d'ailleurs le régime de Saddam Hussein avant. Mais on sait maintenant que ces mêmes alliés ont menti à propos des armes prohibées de l'Irak. Alors, quelle crédibilité donner à leur assertion? De plus, est-ce qu'il est crédible de faire croisade, j'appelle ça une croisade, entre guillemets, puisqu'il parle de valeurs morales, voilà. Alors, donc, quelle crédibilité pour cette croisade contre les violations des droits de l'homme avec des alliés qui ne sont pas non plus un modèle du genre. Je parle là de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Est-ce que vous vous rendez compte? L'Arabie Saoudite et le Qatar aident des démocraties occidentales à bombarder la Syrie parce que son régime ne respecte pas les droits de l'homme. Voyons. Nous avons aussi le choix des sources. Et là, je ne parle pas seulement des médias tunisiens, je parle aussi des médias français, puisque nous sommes bilingues et que nous suivons la télévision française et même les journaux. Alors, ce qu'on a relevé que seuls les experts alliés à cette thèse, corriger le méchant Assad, parce qu'il ne respecte pas les droits de l'homme, alors ces experts sont souvent alliés sur cette thèse, qui sont invités en majorité. Mais s'il n'y a pas une explication et une analyse d'experts indépendants, comment le public pourra-t-il jamais connaître la vérité? En fait, certes, appel à des experts critiques, mais avec des parts inégales. Donc, l'information ne peut être que partiale. Voilà comment donc, c'est ça le cadrage dont je vous ai parlé. Nous avons aussi la désinformation par l'occultation, ou disons par la censure pour faire plus simple, qui peut tremper en prenant la forme d'un simple ratage. Oh non, nous avons oublié de passer ça, voilà. Mais c'est fait exprès. On n'a jamais dit que le président Assad a accepté de négocier. Jamais. Or, il n'a pas cessé de le dire. On ne le dit pas parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de raison de faire la guerre. Nous avons aussi la désinformation par la manipulation des photos. Et là, je pense que tout le monde connaît ça. On a vu ce qui s'est passé pendant la guerre du Golfe avec cet oiseau qu'on a montré trempé dans le pétrole. Oui, soi-disant, il vient donc du Golfe, de la mer donc persique ou arabique, alors qu'en fait, c'était un oiseau norvégien. Et ces jours-ci, on montre souvent la photo d'une fillette donc, qui a été sauvée, donc, disons, des effets chimiques de Bachar. Après vérification, il s'avère que cette fillette, cette même photo a été publiée il y a 5 ans, dans un autre, donc pour la Russie, je crois. Et donc les gens rigolaient en disant la fillette est increvable. Nous avons aussi le langage manichéen, qui se manifeste par la diabolisation de Assad, la sanctification de soi et de ses alliés surtout. Quelle crédibilité!
Et puis enfin, pour terminer, il y a beaucoup d'autres exemples, mais je me limite au plus important que vous avez certainement relevé vous aussi, la récurrence de la même idée, mais avec orchestration pour que les gens ne s'aperçoivent pas de la manœuvre, et on peut assimiler ça à matraquage. Donc tout ce qu'on dit, tous les slogans reviennent à dire Assad est un criminel de guerre. Voilà. Il n'y a pas d'autres criminels. Il y a Hitler, il y a Assad. On a vu aussi dans les années 60, fin 60, 70, il y a Hitler, il y a Nasser. Ensuite Hitler, Kadhafi. Ensuite Hitler, probablement avant, je ne sais pas, Staline. Et donc il y a toujours Hitler là, et ceux dont on veut se débarrasser parce que ils entravent nos intérêts. Et donc, la question, que peut donc la norme juridique face à ce genre de manipulation? Malheureusement, rien. Je parle sous l'autorité d'un juge qui peut, oui, j'aimerais bien, vraiment. Mais d'après notre expérience dans le domaine de l'information et de la communication, on a souvent pensé à porter plainte, vous savez, dans les associations, mais on ne trouvait pas la règle de droit adéquate. C'est ça le problème. Donc, rien, et on l'a vu justement dans le cas irakien, après la découverte du mensonge des armes de destruction massive. Et que peut donc la déontologie? Bon, elle peut, mais c'est pas très efficace pour les malhonnêtes, entre guillemets. J'aime pas utiliser ces mots, mais bon, là, c'est vraiment, c'est vraiment le cas. Il y a la réprobation, évidemment. Il y a le dédain. Il y a l'exclusion du groupe, c'est-à-dire du métier. Et encore, il faut que les rapports de force politique le permettent. Nous savons qu'en Tunisie, malheureusement, beaucoup de journalistes et de communicateurs ont commis des fautes horribles, mais leurs syndicats n'ont pas pu les exclure du groupe. Parce que les rapports de force politiques étaient en leur faveur. Donc il y a plusieurs variables qui entrent dans ces concepts d'éthique, de normes juridiques, etc. Mais, moi je préfère terminer sur une note optimiste. Il ne faut pas minimiser la force des valeurs qui sont légitimes, à défaut de constituer une règle de droit. Je cite ici Habermas, dans cette même direction, qui considère qu'une solution à un conflit est légitime si, et seulement si, ceux qui sont concernés par ce conflit sont d'accord sur cette solution, dans des conditions de parole et de communication satisfaisantes. Et c'est pourquoi donc il est question d'éthique de la discussion ou de la morale communicationnelle. Donc c'est la procédure, en fin de compte, qui fait la solution et ou n'est pas légitime. L'éthique aurait donc ses fondements dans une décision rationnelle prise à partir d'un libre dialogue entre des individus conscients des savoirs et de culture qui peut, par exemple, légitimer certains actes médicaux généralement considérés immoraux, comme l'euthanasie ou le don d'organes, on vient de voir ça. Cela explique que les règles éthiques finissent souvent par être érigées en loi. Et c'est là où je deviens optimiste. Comme par exemple la défense de l'environnement qui a été longtemps régie par l'éthique, mais tend à devenir de plus en plus juridique. Et bien d'autres exemples que nous connaissons. Alors il ne faut pas justement minimiser le temps de l'éthique qui précède souvent le temps des règles juridiques et qui permet la création du consensus social nécessaire à l'établissement de la règle de droit. Je vous remercie.
Merci. Merci, professeur Salwa Chalfi, pour ce regard personnel, professionnel, sur la question des normes juridiques et de leur distorsion. Alors, la distorsion des normes juridiques qui régissent l'exercice du pouvoir journalistique, puisque c'est quand même un pouvoir, vous l'avez amplement montré, je pense que cette question interpelle Régis Debray. Je lui laisse tout de suite la parole pour interagir avec vous, dire ce que vous pensez de cette question finalement d'une presque présence-absence de normes juridiques réellement, cadrant réellement les événements qui nous assaillent et auxquels il faut apporter une réponse. Vous êtes, vous, les médiateurs. Les journalistes sont les médiateurs entre l'événement posé en tant que tel et celui qui le reçoit et qui donc va le traiter et quelque part préparer la réaction démocratique, en tout cas une réaction humaine et politique. Je passe la parole à Régis Debray. Je suis d'accord avec le diagnostic que vous faites, Madame Salwa Chalfi. Je ne peux que reprendre vos termes. Simplement deux choses. Et ce qui va me permettre de répondre également à Samia. La question des normes et des valeurs. Vous avez bien dit que les normes juridiques manquent pour sanctionner les infractions déontologiques, disons, du monde médiatique.